Alors oui, parfois il faut faire avec ce que nous propose le monde moderne. Le poulet au chlore, les usines à bébés au Nigeria, ou encore Marlène Schiappa. Mais la modernité, ça peut aussi avoir du bon, comme lorsqu'il s'agit des moyens mis à notre disposition pour raconter une histoire de façon spectaculaire ou réaliste. Avant de commencer, sachez que la prochaine vidéo conclura la première partie de notre série avec un entretien basé sur vos questions, donc n'hésitez pas à les poser directement sur mon Insta ou dans les commentaires. Je relèverai les plus pertinentes et les plus originales. Donc si c'est simplement pour avoir mon avis sur la météo ou générer d'autres conversations insipides, va chez le coiffeur ou passe un coup de fil à ta meuf. Pour les autres, hâte de vous lire. Je reprends là où j'en étais. Outre le son et la couleur, parmi les autres avancées techniques, on peut également citer, premièrement, la largeur de l'écran. À partir du moment où la télévision est entrée dans les foyers dans les années 50, il a fallu trouver un moyen pour conquérir les spectateurs. Les mecs se sont dit, vu que les télés sont carrées, on va réaliser des films qui seront visibles que sur des écrans larges. C'est à partir de ce moment-là qu'on a justement commencé à différencier le petit et le grand écran. Et c'est notamment grâce à ce duel qu'on a eu le droit au format Cinérama, Cinémascope, Superscope, VistaVision, Todao, Technirama, Ultra Panavision 70, Super Panavision 70, Techniscope ou encore IMAX. Bon après ça veut pas dire que tous les films se font en IMAX aujourd'hui. Chaque réalisateur choisit son format, c'est d'ailleurs révélateur pour l'époque. Par exemple Kirk Douglas avait les épaules tellement larges que c'est limite à cause de ça qu'il a fallu inventer le format Cinémascope, sinon on voyait que son coup de marmule. De nos jours on revient parfois au format 4 parce que les acteurs à la mode aujourd'hui c'est des mecs taillés comme des serpents ou avec des têtes plus grosses que le corps, genre Andrew Garfield ou Ben Whishaw. Deuxièmement, les effets spéciaux. Là aussi, avant on construisait des décors en dur avec des monstres qui pesaient lourd. Maintenant c'est surtout des puceaux derrière un écran qui font tout leur possible pour que les équipes de tournage passent des journées entières enfermées dans un studio avec un fond vert dégueulasse afin qu'ils aient la peau aussi blanche et translucide qu'eux. Troisièmement, l'abandon de la pellicule au profit du cinéma numérique. En gros, on est passé de la pellicule à la carte mémoire, ce qui permet notamment d'avoir plus de détails à l'image et de se rendre compte entre autres que Monica Bellucci a de la moustache. Merci la 4K. Quatrièmement, on s'est aussi aventuré sur le cinéma à plusieurs dimensions, avec en plus de la 3D, des sièges qui bougent et parfois des odeurs diffusées dans les salles. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a certaines sensations dont on se passerait volontiers. Par exemple, si à chaque fois qu'on entend Christine Bravo à la radio, il diffuse instantanément dans nos bagnoles des parfums de club froide et de vodka de mauvaise qualité, et qu'à cause de ça on se sentira obligé d'ouvrir les fenêtres en plein hiver, ça va devenir pénible. Donc au bout d'un moment, n'allez pas trop loin, laissez-nous regarder un film pendant lequel on puisse choper, sans qu'on puisse être perturbé par le bruit et l'odeur. On vous en sera reconnaissant. Pour conclure cette première partie sur la technique au cinéma, vous remarquerez que parmi tous les pays de l'Occident qui ont contribué au développement technique du cinéma, on retrouve énormément de nations, les Français, les Américains naturellement, mais aussi les Anglais, les Danois, les Italiens, les Belges, les Russes et j'en passe. Quasiment tous en vérité, sauf l'Espagne. Et ouais. Alors moi, ça me réjouit particulièrement parce que j'assume, je suis hispanophobe. Je n'ai jamais compris la fascination qu'ont les gens pour ce pays qui, pour rappel, a quand même inventé les gitans. Comment pourrait-on trembler devant un peuple qui bouffe des croquettes? Tu sais, t'arrives dans leur espèce de resto qu'ils ont là-bas, quand tu regardes la carte, tu vois genre omelette, jambon coupé, chorizo. Bon, tu te dis que ça, généralement, c'est ce que tu bouffes en fin de mois quand il n'y a plus rien dans le frigo. Tu leur demandes alors, un peu désespéré, et qu'est-ce que vous avez de bon sinon? Et là, ils te rétorquent avec un aplomb qui frise la démence. Croquetas! Alors tu leur réponds, ça va, j'en suis pas encore réduit à ça, Manolo, hein. Donne ça à ton clébard et apporte-moi un plat d'être humain. Pareil avec la paella, on dirait un plat chinois, ce truc tellement il y a d'ingrédients incompatibles mélangés dedans. Je crois que c'est un plat qui s'est créé à la cantine d'une prison. Il y avait un gros José qui a dit à tous ses voisins de table, tu finis pas ton plat, tu finis pas ton plat, alors que les mecs l'avaient même pas commencé et surtout qu'ils avaient pas pris la même chose. Et il a tout mis dans son assiette alors que chacun avait pris un menu différent, du riz, du calamar, des poivrons, des crevettes, du poulet, des moules, du chorizo, des petits pois. Non mais à partir de ce moment-là, tu te dis que c'est tellement la fête que tu peux rajouter du fromage à raclette, des cerises, une part de quiche, le tout dans un croissant, lui-même enroulé dans du jambon. Sans déconner, dans un pays civilisé, quand tu bouffes ça, c'est uniquement pour soulager ta pâteuse quand t'as fumé un joint de drogue avant. Et ils nous disent après que toutes les cultures se valent. Tu penses, ça les arrange bien de propager un mythe pareil, hein. En fait, ce qu'il y a d'encore plus dérangeant chez eux, c'est la fierté mal placée qu'on retrouve dans leurs danses comme le flamenco et les claquettes qui sont à mes yeux un peu la même chose que le haka avec les néo-zélandais. Un exutoire pour tous les complexes que leur procure la comparaison avec d'autres réelles civilisations qui n'ont pas besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. C'est un peu comme quand des noirs te disent que les blancs ne savent pas danser. T'as envie de leur répondre, oui désolé mon grand, on était trop occupés à fournir des Archimèdes, des René Descartes ou des Stephen Hawking. Mais bon, c'est clair qu'on a de quoi être immensément frustré par le fait de ne pas savoir
faire de twerk. Comment va-t-on s'en sortir? Non mais avec les espingouins, on est véritablement face à une sous-culture. Que ça se sache une bonne fois pour toutes. Je pense qu'un jour ou l'autre, l'uniforme de leur armée deviendra officiellement le sarouel. Tu sens que contrairement à ceux qui dès le collège ont pris allemand LV2 avaient l'air de gens instruits, ceux qui ont pris l'espagnol à côté ils passent quand même un peu pour des branlos. En plus quand je les entends parler, j'ai toujours l'impression qu'ils imitent quelqu'un. Du coup moi bon public, je me marre. Mais en fait non, c'est vraiment leur langue, cette espèce de dialecte mélange entre un mec qui a un cheveu sur la langue et qui se racle la gorge pour expectorer un molar. Entonces, muchas palabras de la Junta de Calor del pueblo de Ori Maracas. J'ai mal à la tête rien que de m'écouter. Bref, si vous voulez mon avis, au sein des pays latins, l'Espagne, c'est l'Italie du plouc. Puis même au niveau du cinéma, qui nous concerne ici, l'Espagne c'est quoi? C'est Pedro Almodovar. Le mec avec sa filmographie, c'est l'équivalent de Martine, mais avec des homos. Un homo policier, un homo à l'hôpital, un homo à l'école, un homo séquestré, un homo dans l'avion. Moi je sens que le prochain ça va être un homo dans l'espace. On peut donc se targuer de faire partie de ces pays développés qui ont contribué à faire avancer cet art qui est sans doute le plus consommé au monde. Alors oui, je sais, j'aurais pu aussi vous parler de la réalité virtuelle. Mais pour certains puristes, le cinéma ne consiste pas à reproduire exactement le même champ de vision que l'œil humain, mais d'être plutôt une fenêtre sur le monde. Un jour, un de mes plus éminents professeurs nous a d'ailleurs livré une citation qui reflète parfaitement cette idée et qu'on devrait inscrire en haut du palais des festivals de Cannes. Le cinéma, c'est un point de vue monoculaire. Le cinéma, c'est l'art qui n'a qu'un œil. Le cinéma, c'est Jean-Marie Le Pen. N'hésitez pas à laisser de nombreux commentaires que je lirai jamais. C'était Pierre Carré, ciao ciao. Vraiment aucune classe.